Bonjour et bienvenue dans la Grande Galerie Francophone, votre rendez-vous dédié à l'art sous toutes ses formes sur TV5 Monde, avec au programme le meilleur de l'émission cette semaine, des invités exceptionnels qui nous livrent leur passion pour l'art. Vous allez assister à des rencontres surprenantes, des artistes qui vont nous expliquer comment ils créent et nous offrir des performances absolument uniques. À mes côtés, comme d'habitude, la bande des passionnés, d'experts et Charlie Voodoo au piano. L'art sous toutes ses formes, c'est dans la Grande Galerie Francophone et c'est maintenant. On va démarrer avec la première question rituelle. Qu'est-ce que l'art vous apporte dans la vie ? Tout. Je développe un peu. Bien sûr. Je suis né dans une famille amoureuse des arts. Notre mère nous emmenait chaque semaine dans les musées et notre père qui achetait des revues, des livres, qui étaient amoureux des dictionnaires. Chaque fois qu'on citait le nom d'un peintre, allait chercher un livre pour nous montrer les images. Il nous a initiés au plus grand, de Rembrandt à Soulages. Écoute, moi je trouve que l'art c'est la vie. Et la vie c'est l'art. Je veux dire, c'est complètement lié avec la vie et avec la lumière qui nous vient du ciel. Oui. Dans le sens où sans lumière, le monde ne tournerait pas, le monde n'existerait pas. J'ai quelque chose à dire sur le mot art. Je trouve que c'est un mot qui est trop grand. Et puis on l'associe trop à une forme de culture, d'élite. Et pour moi, l'art, c'est beaucoup plus simple que ça. Beaucoup plus simple. Oui, c'est un lien avec ce que quelqu'un d'autre ressent, avec le regard de quelqu'un d'autre, quelle que soit son époque. Sa personnalité. C'est comme ça que je le vis, que ce soit de la peinture, de la littérature, n'importe quoi. Je le vis assez simplement, en fait. Voilà. Donc oui, ça me nourrit énormément. Il y a une deuxième question que je pose toujours à nos invités. Est-ce qu'il y a une ou deux œuvres d'art qui vous ont marqué, qui vous accompagnent, qui vous ont ému, qui vous ont éventuellement fait pleurer ? Absolument. J'ai eu la chance au musée Rodin de toucher l'Implorante. De Camille Claudel. Voilà. Vous l'avez touché et vous êtes chanceux parce que c'est absolument interdit, évidemment. Ah oui, mais c'est alors là, une vous avez touché un reproduction point, de l'Implorante, oui. Justement, parce que ce qui est quand même très grave, c'est que... Mais c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que c'est un point important et oui, on veut en parler avec vous. Il faut qu'on se batte dans le monde entier pour pouvoir toucher tout ce qui est fait par la main de l'homme. Doit être possible d'être touché. Et c'est quelque chose d'important de pouvoir toucher les œuvres, toucher les sculptures. Qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce qu'on arrive d'abord à se représenter tout simplement ce que figure une sculpture uniquement avec ses mains ? Ben justement, là on est avantagé avec les mains. Parce que ça a été fait par un sculpteur ou une sculptrice avec ses mains. Oui. Et donc, avec les mains, on a vraiment le premier ressenti. On voit les images de vous au Louvre-Lens en train de toucher des sculptures, c'était bien au Louvre-Lens. Ça, c'était bien parce que j'ai pu... Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Là, vous touchez une statue qui date de 14 siècles avant Jésus-Christ. Oui, ça m'a ému. Ça m'a vraiment ému. Et surtout, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on dit « Waouh, c'est super » parce qu'on s'est ouvert à nous. C'est-à-dire, ce qui est terrible, c'est les interdictions stupides qui n'ont pas lieu d'être. Dans les musées, nous devons ouvrir la culture qui nous est quelque part fermée. Alors, oui, je sais, on nous fait des répliques, des résines, tu peux toucher des trucs, mais c'est pas le vrai modèle. Oui. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si on vous disait, non, mais attendez, vous n'allez pas voir les originaux, hein. Ouais, mais des copies, elles sont très très bien. Eh ben non, c'est pareil. Est-ce que quand on touche une sculpture, on se représente une forme, une atmosphère, une couleur? Comment on se représente une sculpture en la touchant? Mais on ressent tout. On ressent tout, c'est un émerveillement. Vous savez, Fabrice, c'est très désobligeant d'avoir à se battre dans le monde entier pour ça. Je me rappelle au musée à New York, le musée d'art moderne. Le MoMA. Please don't touch. Ah non, moi j'aime pas ça. Qu'on me dise please don't touch. Non. Il y a un peintre qui vous touche particulièrement. C'est un artiste américain, Kerry James Marshall, qui, lui, est né en Alabama, terre de ségrégation, terre de racisme. Et il y a l'un des tableaux très puissant, le tableau d'un homme noir. Pourquoi ? Lui, il a beaucoup travaillé pour que les Noirs aient plus de visibilité dans l'art. Ouais.
C'est fondamental parce que l'art permet de travailler nos imaginaires. Et en fait, exclure une partie j'ai envie de dire, de l'humanité, l'exclure de l'art, c'est l'exclure de notre imaginaire collectif et finalement de cette idée d'humanisation. Et exclure, c'est ce qui permet de déshumaniser également. Donc, quand on a des figures comme Kerry James Marshall, précisément, qui ont compris cet enjeu-là, surtout dans le monde dans lequel on vit, c'est Régis Debray qui disait on est dans le monde de la vidéosphère. En contradiction au fait qu'avant, on était dans le monde de la graphosphère et maintenant, c'était la vidéosphère, c'est-à-dire c'est l'image, ce qu'on voit. C'est ça qui détermine finalement notre place au monde. Et donc, quelqu'un comme Kerry James, il permet tout d'un coup de dire j'existe, je suis là aussi, nous sommes là aussi. Ce tableau-là, ce portrait-là est extrêmement puissant. De manière incroyable. Et parce qu'en même temps, ça touche le stéréotype, ça le transcende, ça nous amène, en fait, c'est un coup de poing d'une certaine manière. Je dirais même que c'est important, enfin, je rejoins ce que vous dites, mais de montrer aussi des artistes qui vont montrer les corps noirs de façon positive et de façon joyeuse. C'est une forme aussi de rébellion. On a souvent tendance dans les médias à montrer des artistes issus de la communauté diasporique qui montrent des corps noirs suppliciés. Et en fait, ça aussi, ça façonne nos imaginaires et c'est important de montrer aussi la joie qu'il peut y avoir dans ces cultures-là. Complètement. Il y a un peintre que vous appréciez tout particulièrement, c'est le maître de l'Outre Noir. C'est Pierre Soulages. Oui. Et vous lui avez même consacré une chanson en hommage. On va en écouter un extrait. Soulage, soulage, sous le sol il y a l'eau. Soulage, soulage, sous les rides de la peau. Soulage, soulage, sous le fil les oiseaux. Soulage, 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 soulage. Là, vous êtes à Conques, chez Soulages, et vous êtes devant ces vitraux. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous ? J'ai eu la chance de le rencontrer aussi avec son épouse. C'est du génie merveilleux, c'est-à-dire qu'avec ce qu'on appelle une non-couleur, du noir, en fait, il fait venir la lumière, il fait venir le vivant. Et qu'est-ce qui vous touche, non seulement dans l'œuvre de Pierre Soulages, mais dans l'homme que vous avez rencontré, que vous avez connu ? Sa constance. C'est comment est-ce qu'il trouve ça à un moment dans sa vie et comment il continue sur du noir. Enfin, puis il y a une leçon de vie là-dedans qui est complètement dingue. Il y a quelque chose. J'aime bien je crois que ce qui me touche aussi, c'est ce minimalisme à la base. C'est l'hypercadre. Il y a le tableau et puis c'est noir. Ouais. Comment tu réussis à créer avec du noir ? Alors moi, ça me voilà. Soulages, c'est quoi ? C'est avant Soulages, le noir, c'est Black is Black. Après, avec Soulages, c'est Soulages au début commence à peindre des tableaux noirs, mais avec du rouge, avec du vert, avec des couleurs. Et puis un jour, il se rend compte qu'un tableau tout noir, il capte la lumière. Et qu'en fait, le noir seul va créer des reflets selon la journée, selon la nature de la lumière, qui vont faire donner à ce tableau noir des reflets rouges, verts, bleus, jaunes. Et c'est une expérience. C'est pour ça qu'après, il crée ce terme d'outre noir, parce que l'outre noir, c'est une dimension quasiment métaphysique, sacrée. Il y a quelque chose de spirituel, il y a une grâce, il y a quelque chose qui nous échappe dans son travail, mais en même temps assez apaisant. Vous êtes devenu pote d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut dire pote avec un aussi grand, un monument de l'art contemporain qui était Pierre Soulages. Oui, qui m'impressionne au plus haut point. Un jour, en sortant de son atelier, il me met la main sur l'épaule et il me dit « On devrait se dire tu, on fait le même métier ». Ah, Sérieusement ? C'était bon, alors c'est devenu Pierre, Pierrot et Philou. Non, il m'appelait pas Philou, il m'appelait Philippe. Un jour... Et vous avez exposé dans son musée à Rodez, ce qui est quand même exceptionnel. Ce qui est, pour l'instant, une expérience unique parce qu'il n'y a pas d'autre artiste vivant qui a eu l'honneur d'accrocher toile et tableau dans l'espace permanent Soulages. C'est hallucinant. Un jour, on était dans son atelier aussi et je lui dis « Pierre, tu sais comme ton travail m'impressionne, ce qui est la vérité. » J'étais pétri d'admiration. J'ai dit « Mais tu dois admettre une chose cependant, c'est que mes tableaux sont plus drôles que les tiens. » Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a admis, il a ri et il a dit « Je le reconnais volontiers. » Charlie, si Soulages était en musique... Mais alors, moi, il y a un tableau que j'adore, voilà, c'est celui-là. C'est pas forcément mon préféré, mais c'est le premier que j'ai vu au CDI, au collège.
Et je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. J'ai toujours vu un piano, un clavier, avec un piano et les pieds du piano et le tapis rouge du théâtre. Tu sais ce que c'est marrant, tu sais ce que je vois, moi? Tu vas me le dire. Une arme. Ah oui. Mais tu sais que c'est pareil. Et en musique, Charlie? Eh bien, je sais pas, moi j'ai entendu Satie, tu vois, on parlait de synesthésie, la correspondance avec les sens, et justement, il y a cette gnossienne que j'adore avec des petites sonorités orientales comme ça. Attention, tu vas tomber, toi, hein. Merci Charlie. Merci infiniment. On va continuer à parler des très nombreuses questions que vous soulevez à travers votre pratique artistique. Mais d'abord, comme chaque semaine, c'est la claque de la semaine. La claque de la semaine et on démarre avec toi Nathalie. Une claque saisonnière, Ali, si tu le permets. D'abord, Charlie, Ouais. en ré mineur. Majeur. Oh, pardon. Tu n'as pas retenu, hein? Mi. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Bon, évidemment, vous avez remarqué derrière Bravo. cette voix cristalline, n'est-ce pas? Les paroles de Gilles Vigneault, célèbre chanteur québécois qui raconte qu'on s'y connaît, nous, en hiver quand même, d'où je viens. Sauf Oui. que j'ai pris ma claque avec le festival de glace de Harbin en Chine. Regardez ça. C'est carrément un royaume de glace qui est construit avec des châteaux, avec des sculptures. Pour vous donner une idée de l'amplitude de l'affaire, ils ont battu un record Guinness. Ils ont recréé des chutes Niagara 200 mètres de large. En glace. En glace. C'est incroyable, c'est féerique. Des millions de personnes viennent voir ça, bien évidemment. Et c'est autant vertigineux que immense. Mais moi, ce que j'aime de ce festival-là, en fait, c'est que ça prend sa source, sa racine dans une tradition locale. En fait, c'est les pêcheurs au siècle dernier de cette région qui fabriquaient des lanternes de glace pour aller pêcher. Donc, Harbin, pensez à prendre la doudoune parce que c'est également une des villes les plus froides au monde. Du monde. Lauriane. Je vous emmène cette fois-ci à Villeurbanne, à la MLIS. Enfin, en tout cas, c'est l'acronyme qu'on donne quand on est villeurbanais pour la Maison du Livre, de l'Image et du Son. C'est un endroit où j'ai passé toute mon enfance et où j'ai appris l'amour de la lecture et aussi de l'art, puisque au sous-sol, il y a tout un espace d'exposition. Et en ce moment, on peut retrouver Delphine Dénéraz. C'est une jeune artiste trentenaire, originaire du Vaucluse, qui a été diplômée dans les arts textiles à la Cambre. Et en fait, elle redonne justement, et tu en parlais tout à l'heure, Nathalie, une place particulière aux textiles et aux arts textiles, qui sont des arts plutôt dits féminins et qui sont souvent plutôt relégués à l'artisanat et pas à l'art. Elle a imaginé du coup à la MLIS, la Maison du Livre, de l'Image et du Son, le vernissage avait lieu le 26 février dernier, une exposition qui s'appelle Delphenland, et c'est une sorte de vrai faux paradis parc d'attractions qui est en fait une critique du capitalisme tardif. Je vous invite vraiment à aller le voir. Ça fait écho d'ailleurs à ce qui se passe en ce moment avec la fête du livre jeunesse à Villeurbanne qui sera du 22 au 26 avril. Merci Lauriane. Fabrice, ta claque de la semaine? Ma claque de la semaine, c'est imaginez, Guillaume, des escaliers qui montent et qui descendent et qui mènent à nulle part. Des oiseaux qui se transforment. Bah, c'est cher. C'est ouais. C'est cher. J'adore. Bien joué, bravo. C'est le maître absolu de l'illusion. Donc on peut voir une exposition extraordinaire et la première en France à la Monnaie de Paris. Wow. Et Cher, donc, qui est né en 1898, mort en 1972, obsédé par la science et qui passait des mois et des mois et des mois pour réaliser chacune de ces images qui défient la gravité. D'où les mathématiques. Exactement. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, il était adoré par les scientifiques et détesté par le milieu de l'art. Ah oui ? Au point qu'il vivait complètement dans le dénuement. Il avait tellement un manque d'argent qu'avec les coupures d'électricité, il avait inventé, comme c'était un géotrouve-tout, une sorte de machine pour capter la lumière de la Lune et pour pouvoir s'éclairer la nuit. Génial. Et patatras, qu'est-ce qui arrive? Les années 60, les beatniks. Oui. Et les beatniks adorent Escher, trouvent ça absolument génial. Alors ils le plongent, ils reproduisent les images, ils le plongent dans l'acide, ça devient hyper coloré. Escher déteste ça. Mick Jagger est absolument
fasciné. Il écrit une lettre mémorable et très longue à Escher pour lui demander de faire la couverture de du prochain album des Stones. Escher refuse, mais l'histoire continue après puisque les Pink Floyd s'inspirent d'Escher pour créer un morceau de musique, que Christophe Nolan cite Escher dans régulièrement son film Inception, que Gondry fait un clip pour les Daft Punk avec Escher. Donc c'est un artiste fascinant, vraiment, allez-y, c'est génial. Et c'est unique. Ça vous parle, Guillaume? Non, c'est qu'il met le doigt sur la mise en abîme, qui est forcément une question que l'artiste doit se poser. Évidemment, on doit se poser cette question de la mise en abîme. Expliquez-nous ça, la mise en abîme. Ben, la mise en abîme, elle peut être autant sur la question de la vérité, sur la question de la temporalité, sur finalement quel temps j'habite, quelle vérité j'habite. Est-ce que c'est celle de ce présent-là où je joue quelqu'un d'autre, où je représente autre chose? Est-ce que où est mon infini, où est ma limite? Et il y a des moments, on flirte un peu avec la frontière et puis on va voir un psychiatre, on prend des médicaments et ça se passe très bien. Mais voilà. Margot, ta claque? Moi, ma claque, c'est une expo qui ouvre dans 3 jours au Grand Palais, qui est consacrée à Nan Golding. Je ne pouvais pas vous en parler. Nan Golding, elle est extraordinaire. Elle a 70 ans aujourd'hui et elle a révolutionné la photographie contemporaine. C'est vraiment une artiste de l'intime. Toute sa vie, elle a photographié ses proches, leurs douleurs, leurs joies, leurs peines, la banalité sublime du quotidien, parfois de façon très crue, comme quand elle se photographie alors qu'elle vient d'être tabassée par son mec de l'époque, ou qu'elle photographie ses amis décimés par le sida. C'est quelqu'un qui a grandi dans l'Amérique des années 60, qui était vraiment ravagé par la drogue, la pauvreté, la violence, l'addiction aux opiacés. Et elle a documenté ça vraiment avec une rage de vivre et de montrer, mais toujours avec du sentiment. Ces photos, elles sont aimantes, elles sont vibrantes. Et puis c'est quelqu'un qui est de toutes les luttes humanitaires. Elle a été très engagée. Elle s'est attaquée notamment à une famille de mécènes richissimes aux États-Unis qui était derrière le laboratoire qui crée l'Oxycontin, qui est un antidouleur qui a rendu accro la moitié des États-Unis, dont elle. Elle les a combattus en justice. Elle a gagné son combat et elle les a fait retirer de tous les frontispices des musées, ce qui est extraordinaire. Voilà. Et donc l'expo raconte ça. Elle s'appelle This Will Not End Well. Ça finira mal. Je sais pas, mais en attendant, vive la vie et vive Nan Golding. Merci. Vous parlez beaucoup des sensations physiques que vous avez quand vous prenez des photos et finalement le moment d'appuyer sur le déclencheur, c'est le moment où vous sentez qu'un truc s'ouvre. Pour quelqu'un qui est autant dans la lumière que vous, qu'est-ce que ça vous fait d'être derrière l'objectif et d'être un peu caché? Enfin, finalement, même le fait d'avoir un gros appareil comme ça cache votre visage. C'est une catharsis. C'est une forme de catharsis. Oui. C'est une forme de... Vous savez, ceux qui sont dans la lumière en général, à la télé ou ailleurs, les acteurs, ou même les sportifs, souvent ont une petite voix en eux qui dit « Est-ce que je suis légitime ?» C'est pas parce qu'ils sont sûrs d'eux qu'ils sont devant. Je suis sûr que ça vous parle. C'est pas parce que on se dit « Mon public m'attend ». D'ailleurs, quand j'entends quelqu'un dire ça, même chez les jeunes qui chantent dans mes émissions, ça n'existe pas, mon public. C'est le public et tu as de la chance de passer aujourd'hui. Passer derrière l'objectif, c'est de raconter une autre histoire, mais de raconter peut-être qui je suis à travers ce que je ressens. Et c'est une dame qui m'avait dit ça quand j'avais exposé à la Conciergerie. C'est une grande expo, je me sentais pas, j'avais honte. En même temps, j'étais fier. Et puis de l'autre côté, c'est un endroit incroyable, en plein cœur de Paris. Et les photos étaient immenses. Et je me suis dit, mais bon, il y en a plein qui vont dire qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, etc. Je vous dis tout. Et en fait, il y a une dame qui est venue me voir à la fin. Je me cachais pour observer le regard des gens sur les photos. Oui. Alors qu'il n'y a pas plus impudique dans l'absolu que de te dire, je suis devant des gens, devant des millions, et je parle sur une scène. Mais en fait, je me sentais plus mal à l'aise là. Et cette dame me dit, mais vous cachez pas, monsieur, je vous ai vu. et je lui dis, mais alors Elle me dit, mais maintenant je sais qui vous êtes. J'aimerais qu'on fasse une expérience ensemble, si vous le voulez bien. Ça va être une expérience multisensorielle et en équipe. Donc, Sarah, est-ce que ça serait possible donc de décrire la photo que l'on voit, qui est effectivement une photo qui appartient à cette série réalisée avec votre père, sur une musique de ce monument qui est Gilbert, mais interprété par un autre monument qui est Charlie Vaudou derrière nous. Donc, Sarah, on vous écoute sur la musique de Charlie, musique de Gilbert. Donc, on est dans une cuisine
et vous voyez mon père avec un bob, c'est l'été, il fait assez chaud, et là il prend son café. Donc c'était l'été il y a 2 ans maintenant. Il tient une serviette de bain sur l'épaule droite, il a des lunettes de soleil, il a un t-shirt et il a son fameux maillot de bain avec des fleurs, c'est couleur bleue et les fleurs sont blanches. En premier plan, vous pouvez voir une table, et sur cette table, il y a des légumes. Il y a un voilage en arrière-plan, en fait, il y a comme un petit rideau avec un peu de dentelle, c'était une maison de location. Et il est juste là, il me regarde, et je crois que je suis émue même de le décrire, parce que je me rends compte de tout l'amour et de toute la force qu'il m'a donné depuis qu'on est né avec ma sœur jumelle. Et c'est très émouvant de le décrire comme ça sur une musique. Je vous écoute et moi je suis hyper émue. Merci. C'est magnifique. Merci à vous. C'est incroyable. Merci. Et c'est ça, on a toutes les larmes aux yeux. Et c'est merci à Charlie d'avoir accompagné cette description. Merci. C'était un moment absolument magnifique. On comprend tellement ce que vous dites là. Oui, je suis d'accord. On va s'aimer. Moi aussi, elle me fait penser à mon père, cette chanson. Donc, moi aussi, elle me touche beaucoup. Puisque Alex Vizorek est avec nous, vous allez découvrir son travail peut-être. Alex Vizorek qui chaque semaine plonge dans une œuvre ou dans le travail d'un artiste. Il a choisi Auguste Renoir cette semaine. Voici le Vizorek expert. Et aujourd'hui, Renoir, le père, Auguste. Renoir, c'est évidemment le bal du moulin de la Galette. Un tableau qui nous prouve que les afterworks est mieux avant. Mais Renoir, c'est aussi les baigneuses, des femmes rondes, sensuelles. Alors oui, Renoir, c'est un des précurseurs de l'impressionnisme, mais aussi du body positive. Autre œuvre, une dame qui est en train de se rendre à l'hippodrome. Pour bien voir les courses hippiques, elle a pris ses jumelles. Parlant de jumelles, ce tableau très célèbre, La Loge. On comprend que c'est un couple au théâtre. Et on voit bien que monsieur, il profite que madame ait le dos tourné pour reluquer 2-3 minettes. Salaud! Parlant d'amour, c'est le thème de l'exposition à Orsay, Renoir et l'amour. Terminons donc par ce tableau, Les amoureux. Enfin, les amoureux. Monsieur a l'air plus amoureux que madame. S'il y avait une suite à ce tableau, il s'appellerait sans doute Le Râteau. Tout ça à Orsay donc, pour remonter le moral de ce pauvre garçon et voir Renoir. Quand on a que l'amour. Grâce à la technique la plus moderne, on peut aujourd'hui avoir des reproductions de chefs-d'œuvre et c'est ce qu'avait fait John Dodland qu'on avait reçu. Et le relief, la texture d'une toile, d'un tableau sont reproduits. Et on a ici un tableau d'Auvers-sur-Oise, qui est un grand tableau de Van Gogh en 3D, comme s'il y avait encore les coups de pinceau et de spatule. Je vais vous le passer, Gilbert. Mais je peux me déplacer. Hein. Non, mais je vous l'apporte, ne bougez pas. Oh. Et donc, c'est exactement les coups de pinceau de Van Gogh. Waouh. C'est l'église d'Auvers-sur-Oise. C'est l'église, c'est ça. Voilà, exactement. Oui. C'est fou parce que... Si vous montez un peu votre main et qu'elle va vers là, la droite... Contre, ici, c'est... Non. Ici, c'est le ciel. C'est le ciel, oui. C'est le ciel, mais montez un peu. Là, vous avez ce qui doit être une rosace sur la façade de l'église. Okay. Et lorsque vous descendez, il y a le corps du bâtiment. Et puis la nature. En descendant encore. Il adorait, je sais qu'il adorait... Vous allez toucher, là, c'est de l'herbe. Il adorait les fleurs, il adorait... J'ai visité le jardin. Et la maison du fameux docteur, aussi pas loin. Oui, bien sûr. Et là, c'est quoi ça exactement? Ça, c'est le moment où le monde devient végétal. Ah oui, là, vous habitiez sur la pierre, et là, maintenant, vous touchez le jardin. C'est génial. Et c'est exactement les coups de pinceau, les traits de Vincent Van Gogh qui sont reproduits. Ben ça, c'est intelligent. Vous voyez, on devrait nous habituer beaucoup plus à toucher, nous, en tout cas, les tableaux. Parce que c'est vrai que les tableaux, pour moi, c'est quand même assez abstrait, il faut le dire. Oui. Sauf quand il y a un relief. Et là, ça le fait bien, quoi.